Le darwinisme est une théorie pertinente et très intéressante, mais elle ne semble pas ou pas totalement s'appliquer à l'esprit humain. Elle n'est pas pertinente d'un point de vue psychologique. Je ne dis pas que Darwin a tort ou qu'il se trompe. Je veux simplement souligner qu'il y a une façon d'appliquer les conclusions de Darwin à l'esprit humain qui est trompeuse et erronée. Je vous parle d'une erreur qui est très courante, d'une croyance qui est partagée par la plupart des gens, y compris ceux qui ne connaissent pas du tout les théories de Darwin. Cette croyance, c'est l'idée que l'esprit ou le cœur de l'homme évolue, que notre esprit peut évoluer, ou qu'il a vraiment évolué au cours du temps. En particulier, c'est l'idée que l'homme est devenu meilleur au cours du temps. Quand on dit « demain j'irai mieux »,« demain je serai heureux » ou « plus tard je serai parfait », à chaque fois, on tombe dans la croyance en l'évolution psychologique. Je ne remets pas du tout en cause le fait qu'il y ait une évolution biologique de l'homme, mais aussi une évolution culturelle et technique. C'est un fait que le cerveau de l'homme s'est modifié petit à petit. Et puis, Darwin a sans doute raison quand il affirme que chez l'homme, le sentiment de sympathie et l'altruisme se sont développés progressivement au cours du temps. Autrefois, les moins aptes à la survie étaient éliminés, alors que depuis l'apparition de la civilisation, les moins aptes sont protégés. Les peuples civilisés protègent les faibles de corps ou d'esprit, notamment à travers l'action de la médecine, à travers la sympathie ou l'affection altruiste, la morale et le droit. Car la sélection naturelle a permis le développement de nos instincts sociaux et de la sympathie. C'est ce processus qui a donné naissance à la civilisation. Le sentiment de sympathie s'est élargi et ses effets se sont opposés à la sélection des plus adaptés à la survie. Ces effets, ce sont le fait de prendre soin des malades et des infirmes, de porter assistance aux miséreux, de reconnaître le semblable dans l'étranger, d'éprouver un sentiment d'humanité envers les animaux, etc. En progressant vers la civilisation, notre vie sociale a de plus en plus exclu les comportements qui éliminaient les moins aptes à la survie. Notre état de civilisation provient du fait qu'on est devenu de plus en plus rationnel, que la sympathie a eu de plus en plus d'emprise et que l'altruisme s'est développé. Non seulement il y a eu des comportements qui ont exclu l'élimination des moins aptes et la sélection des plus aptes, mais il y a eu aussi une éthique opposée à cette élimination et à cette sélection. Cette éthique a conduit à des principes, des règles de conduite et des lois. C'est comme ça que la morale et la civilisation sont apparues progressivement. On voit donc qu'au cours du temps, l'altruisme s'est amélioré et on a de plus en plus condamné l'exclusion définitive des moins aptes. Le problème, c'est que tout ça risque de nous faire croire que l'homme est devenu meilleur au cours du temps et qu'il a connu une évolution intérieure ou psychologique. Or, quand on examine cette idée d'évolution psychologique, on se rend compte qu'elle ne tient pas beaucoup la route et qu'en plus, elle est source de souffrance. Il y a d'abord un indice qui montre que l'homme n'est pas vraiment devenu meilleur avec le temps et que nos sentiments moraux ne se sont pas pleinement développés. C'est le fait qu'il y a toujours eu et qu'il y a encore des peuples qui éliminent les individus faibles de corps ou d'esprit, soit en les tuant, soit en les laissant mourir par abandon. Il peut s'agir soit de non-assistance, soit d'une euthanasie coutumière. Par exemple, à Sparte, on euthanasiait les enfants mal constitués. Bref, il y a toujours eu et il y a encore des peuples sauvages ou barbares. Et quant aux peuples qu'on prétend civiliser, eux-mêmes sont encore sauvages ou barbares lorsqu'ils pratiquent par exemple l'esclavage ou d'autres façons de domestiquer l'homme. Certes, les instincts sociaux se sont développés et la sympathie s'est élargie. Mais on est loin d'avoir mis fin à la violence en général, comme à la haine, la peur, la jalousie ou autres sentiments semblables. Au contraire, d'un certain point de vue, on a l'impression qu'on est devenu de plus en plus violent et névrosé. C'est ce qu'on peut penser quand on se rend compte des atrocités qui ont été commises au XXe siècle, notamment durant les 2 guerres mondiales. Notre morale a changé au cours du temps, mais nos ancêtres n'étaient pas pires que nous, même s'ils n'étaient sans doute pas non plus meilleurs que nous. Néandertal s'occupait déjà des handicapés, même s'il pratiquait par ailleurs le cannibalisme. Notre cerveau est habitué à l'idée d'évolution, l'idée de devenir. Il est habitué à accumuler des connaissances et à rechercher un gain personnel. Ses habitudes reposent sur l'idée de temps. Mais cette idée pose de gros problèmes. Ici, je ne parle pas du temps des horloges, le temps qu'étudie la science, ce qu'on appelle parfois le temps physique. Je parle du temps psychologique, ou si vous préférez de notre rapport psychologique au temps,
c'est-à-dire l'idée par exemple que demain ça ira mieux, demain je serai heureux, et plus généralement l'idée qu'il y a un moi qui dure, un moi qui devient ou qui évolue. Cette idée de temps est une illusion, et, en ce sens, le temps n'existe pas vraiment. Et je parle toujours du temps psychologique. Quand je dis que l'idée de temps est une illusion, je veux dire qu'on ne devient pas meilleur progressivement, et plus généralement que notre esprit ou notre cœur n'évolue pas. On ne peut pas dire « j'évolue »,« je deviendrai heureux » ou « je serai parfait », parce qu'il n'y a pas de moi. Le moi n'existe pas. J'essaierai d'expliquer précisément en quel sens le moi n'existe pas dans un prochain épisode, mais je peux d'ores et déjà vous donner un petit éclaircissement. Le moi n'existe pas, car s'il existait, il serait quelque chose qui dure, qui est indépendant et qui a de l'unité. Or, tout change, tout est interdépendant, et rien n'a vraiment d'unité. Mais le problème, ce n'est pas seulement que le temps est une illusion. C'est aussi qu'on fait des efforts volontaires pour devenir quelque chose, et que ces efforts sont la source de la souffrance. La souffrance naît de l'intervention du temps comme moyen de devenir quelque chose. On doit donc se rendre compte que le temps n'existe pas, et abandonner l'idée de temps ou d'évolution psychologique. Mais, comme on l'a dit, notre cerveau est habitué à cette idée de temps. Donc, le cerveau peut-il vraiment percevoir d'un coup que le temps n'existe pas? La volonté de devenir et la croyance à l'évolution psychologique sont liées au conflit entre ce qui est et ce qui devrait être, la contradiction entre la réalité et l'idéal. En effet, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur l'origine de la peur, le temps psychologique, c'est le mouvement qui va de ce qui est à ce qui devrait être. Remarquez que cette contradiction entre ce qui est et ce qui devrait être est liée au sentiment du moi. Cette contradiction nourrit le sentiment du moi, et elle naît de ce sentiment. Car c'est seulement quand on fait la différence entre moi et ce qui n'est pas moi, qu'on peut imaginer ce que le moi ou le non-moi devrait être, ou ce qu'il ne devrait pas être. Au cours de notre évolution biologique et culturelle, l'immensité a été réduite au moi. Je veux dire qu'une énergie infinie a été réduite aux dimensions du cerveau, et que le cerveau a été réduit au moi. Je parle d'une énergie infinie parce que plus on observe le monde et la vie, plus on a l'impression que tout dépend d'une certaine énergie qui semble illimitée, absolue ou inconditionnée. Mais je ne dirais pas que c'est une énergie divine, que c'est Dieu, parce que parler de cette façon nous conduit souvent à vénérer un symbole, à sanctifier ce qui n'est qu'une création de la pensée. Il faut donc éviter de transformer cette énergie en une image ou un idéal, sans rapport avec ce qui est. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé au cours de notre évolution, et c'est en ce sens que l'énergie infinie a été réduite aux dimensions du cerveau. On a dit que c'était Dieu, et que Dieu se trouvait à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qu'on a fait de l'immensité une simple idée, une image, un symbole qu'on vénère et qu'on idolâtre. De plus, le cerveau a été réduit au moi, au sens où l'égoïsme s'est développé de plus en plus au cours de notre évolution. Notre cerveau est devenu de plus en plus obsédé par cette idée de moi, par l'égoïsme et par la recherche d'une satisfaction personnelle. Pourtant, ça ne veut pas dire qu'on a évolué intérieurement. Pour comprendre qu'il n'y a pas d'évolution psychologique, que l'homme ne devient pas meilleur avec le temps, on peut remarquer qu'il n'y a pas d'évolution intérieure. L'évolution est toujours extérieure. Certes, en un sens, l'esprit a évolué au cours du temps, et de ce point de vue, il y a bien une évolution psychologique. Mais cette évolution ne concernait pas vraiment l'intérieur de l'homme. La seule évolution psychologique qu'il y a eu s'est déroulée dans le domaine extérieur. Remarquez que ce qui a fait apparaître petit à petit le sentiment du moi, c'est le besoin de s'identifier à quelque chose, s'identifier à une famille, à une maison, à un métier, etc. C'est ce besoin d'identification qui est devenu petit à petit le sentiment du moi. Or, ce processus d'identification, c'est un mouvement extérieur. Car s'identifier, c'est se projeter au dehors et se tourner vers l'extérieur, vers un objet qu'on considère comme soi-même. Au cours de notre évolution biologique,
Il y a eu des facultés du cerveau qui se sont développées, ce qui a bel et bien modifié notre vie psychologique, et ce qu'on appelle habituellement l'esprit. Mais cette vie mentale est un mouvement qui n'est pas vraiment intérieur, parce qu'il est semblable, voire identique, au mouvement qui a lieu à l'extérieur. La vie mentale est un mouvement qui ressemble à l'évolution biologique et l'évolution culturelle et technique. En effet, notre vie mentale, comme notre évolution biologique et culturelle, implique tous le temps, le devenir. D'ailleurs, c'est notre évolution extérieure, notre évolution biologique, culturelle, technique, etc., qui nous a fait croire qu'on pouvait évoluer intérieurement. Et puis, notre vie mentale est constamment distraite et extravertie, tournée vers le dehors. Son mouvement habituel consiste essentiellement à vouloir devenir, c'est-à-dire à fuir ce qui est, pour atteindre un idéal consolateur, ce qui revient à s'extraire de la réalité présente pour se projeter à l'extérieur de ce domaine, en direction de ce qui est imaginaire et futur. On comprend que le temps ne concerne pas vraiment l'intérieur de l'homme. Seul ce qui est extérieur est concerné par le temps. Ce qui est extérieur à l'homme, c'est notamment le climat, l'éducation, la richesse et la pauvreté, le conditionnement social et religieux, etc. Tout cela peut conditionner l'esprit, conduire l'esprit à suivre une certaine direction. Ce qui conditionne l'esprit, c'est toujours quelque chose qui, en un sens, est extérieur à cet esprit. L'intérieur de l'homme n'évolue pas. C'est-à-dire que ce qui n'évolue pas, c'est notre cœur, notre esprit au sens le plus élevé du terme. Un sens qui exclut les instincts, la pensée, l'intellect, le savoir, mais aussi les sentiments que la pensée et le savoir conditionnent. On ne peut pas nier l'évolution biologique. L'évolution des espèces est un fait indéniable. Les capacités du cerveau ont donc vraiment évolué dans certains domaines. Mais il faut ici distinguer clairement l'esprit et le cerveau. Le cerveau est apparu dans le temps, et il est influencé par le temps. Il a évolué. De ce point de vue, le cerveau ne peut pas agir en dehors du temps. Le cerveau n'est pas la source de ce que j'appelle l'esprit. Ce que j'appelle l'esprit ne dépend pas du temps, n'est pas influencé par le temps. L'esprit, c'est ce qui agit en nous quand le cerveau est silencieux et immobile, quand la pensée cesse. En ce sens, l'esprit agit en dehors du temps. Le cerveau peut et doit percevoir lui-même que, tant qu'il suivra la direction actuelle, qui l'emprisonne dans le temps, la souffrance n'aura pas de fin. Tout ça donne l'impression qu'il y a une partie du cerveau qui échappe au temps, qui n'est pas conditionnée par le temps, et qui permet au cerveau de prendre conscience de son fonctionnement inadéquat. La majeure partie du cerveau est conditionnée par le temps, mais une partie du cerveau semble échapper au temps. Évidemment, le cerveau résiste à prendre conscience que son fonctionnement est inadéquat, parce que ça fait des siècles qu'il poursuit la même voie. L'humanité a tout essayé pour régler ce problème. Le jeûne, l'austérité, la pauvreté, la chasteté, la solitude, etc. Mais aucun de ces moyens n'a été vraiment efficace. Le problème, c'est que ces pratiques, comme la pauvreté ou la solitude, ne touchent pas au cœur du problème. Il faut rejeter catégoriquement tous ces moyens, cesser d'anticiper l'avenir et de se remémorer le passé, faire face au temps et lui mettre fin. Puisque l'homme vit dans le temps, il faut s'éloigner vraiment de tous les moyens que l'homme a élaborés pour atteindre ce qui est hors du temps, pour atteindre l'éternité. Ces moyens, comme le jeûne ou la chasteté, sont inefficaces parce qu'ils impliquent le temps, l'idée de devenir et d'évolution, par exemple l'idée que demain j'atteindrai l'éternité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Vous pouvez également laisser un commentaire. Je vous invite à me suivre sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee. Merci à tous les tipeurs.